7h46 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invitée ce matin, c'est Marianne Barbalayani. Bonjour, vous êtes la présidente de l'autorité des marchés financiers. On a cette BCE qui nous dit ce matin que notre ennemi en Europe, il est surtout à l'intérieur. Elle rappelle que la réduction modeste de barrières, ça pourrait nous permettre de compenser les pertes liées aux droits de douane américains. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous étiez lors de vos vœux il y a 2 jours, où vous disiez qu'il fallait absolument accélérer sur l'Europe, développer à nouveau le marché des capitaux européens. Est-ce que vous êtes optimiste sur cette question ce matin? Alors oui, je suis optimiste. C'est d'ailleurs le vœu que j'ai fait à la place, d'être optimiste et volontariste. Parce qu'effectivement, pourquoi optimiste? Parce que enfin, maintenant, nous avons une série de propositions qui ont été mises sur la table par la Commission européenne le 5 décembre dernier, pour relancer le développement des marchés de capitaux européens, le marché unique des capitaux. C'est absolument fondamental. Alors évidemment, maintenant, il va y avoir des débats politiques au Conseil et au Parlement européen, mais au moins, les propositions sont sur la table, elles sont audacieuses, elles répondent au rapport Draghi, au rapport Letta, qui avait vraiment montré un déficit de financement en Europe parce que nos marchés de capitaux ne sont pas assez développés. Donc pour moi, c'est vraiment le grand projet qu'on doit tous soutenir. C'est l'appel que j'ai lancé à la place de Paris lors de mes vœux, qu'on doit tous soutenir parce que c'est l'équivalent de ce qu'on a fait avec la monnaie unique. Maintenant, il nous faut aussi un marché unique. La monnaie unique nous protège, le marché unique nous financera. Il y aura un développement de l'ESMA qui aura un rôle plus important. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça sera votre superviseur? Vous aurez un autre rôle? C'est une autorité européenne. Elle existe déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait davantage de pouvoir direct de supervision. Pourquoi? Je vais donner un exemple très simple. Vous avez des opérateurs globaux, que ce soit dans la finance ou dans le monde crypto, qui viennent en Europe, et c'est d'ailleurs très bien, on est attractif, on est un marché attractif. Ces opérateurs, ils sont actuellement potentiellement supervisés soit uniquement par un superviseur national, parce qu'ils ont obtenu un agrément quelque part, chez nous par exemple, et ensuite ils ont des passeports pour tout le reste de l'Union européenne, ou bien ils sont présents dans quelques pays, etc. Tout ça n'est pas suffisamment coordonné. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous étiez sur un terrain de foot, il y a 27 arbitres. Alors tout le monde a les mêmes règles en tête, mais la façon de les appliquer va être différente, et c'est un des obstacles au développement d'un marché des capitaux européens qui fonctionne réellement, qui soit vraiment fluide et qui permette de générer les financements dont on a besoin pour nos économies. Justement, sur cette question d'attractivité, on a les chiffres du private equity, les montants investis dans le non-coté en France, c'est 37 milliards d'euros en 2024, c'est 50 fois plus que les montants levés sur les marchés boursiers. Est-ce qu'il faut en conclure que les gens n'aiment plus la bourse? Non, je crois que les gens aiment la bourse. D'ailleurs, nos chiffres, on regarde chaque année les intentions d'investissement en bourse, ils sont plus forts que jamais. Il y a 35% des investisseurs potentiels qui veulent investir en bourse. Donc, il y a un attrait pour la bourse. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres modes de financement qui sont développés. C'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, hein. Le fait que les entreprises puissent faire appel à des capitaux soit en bourse, soit auprès du private equity, ça augmente globalement les capacités de financement et c'est bien. Simplement, c'est vrai que les marchés boursiers offrent plus de possibilités aux particuliers d'avoir accès à ces investissements qui sont très rentables. Très rentables. Je rappelle que la Bourse de Paris, l'année dernière, a augmenté de 10%. Donc c'est bien que les particuliers puissent bénéficier de la création de richesse des entreprises. Mais le fait qu'il n'y ait plus d'IPO aujourd'hui, c'est un problème quand même. C'est un problème. Alors c'est un problème au sens où ça offre moins de possibilités d'investissement via la bourse. S'il y a d'autres modes de financement pour les entreprises, ce n'est pas un drame. Mais normalement, le private equity doit à un moment aussi converger vers la bourse parce que c'est le moment où ils auront besoin de trouver de la liquidité et de trouver davantage d'investisseurs. Donc moi je ne suis pas inquiète. Vous attendez les sorties du private equity en fait pour On pense qu'il va y avoir aussi des sorties du private equity à un moment et que ça offrira des belles opportunités pour les investisseurs en bourse qui ne s'y trompent pas, encore une fois, 35% de Français qui ont envie d'investir en bourse. Lors de vos vœux, vous avez aussi beaucoup insisté sur les questions des influenceurs financiers, notamment sur les crypto-monnaies. Ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux avec des gens qui se font vraiment littéralement avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est le sujet de la lutte contre les contenus illicites en ligne. Ça ne concerne pas que la finance d'ailleurs. On le voit, il y a eu plein de faits divers absolument tragiques dans tout un tas de domaines, etc.
etc. Simplement, ça existe aussi en finance et ça se développe beaucoup. Il n'y a pas que les influenceurs, il y a aussi les gens qui font des usurpations d'identité, il y a ceux qui se développent à vitesse grand V, il y a tous ceux qui répandent des fausses nouvelles, des fausses promesses d'investissement, des arnaques en ligne. Donc la lutte contre les contenus illicites en matière financière, c'est un sujet majeur. Alors, c'est pas facile, on le sait, parce que c'est un univers qui est très foisonnant, qui est peu régulé. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un accord l'année dernière avec la DGCCRF pour collectivement renforcer notre action. Et on a engagé au niveau international, au niveau européen et maintenant au niveau national, un dialogue avec les plateformes pour qu'elles soient beaucoup plus vigilantes sur les contenus illicites. Vous disiez que c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Nous, on a un service qui recueille les plaintes ou les interrogations des particuliers. Ceux qui se sont fait arnaquer, le montant moyen, c'est 34 000 €. Ah oui, donc c'est énorme. Donc c'est énorme. 17 000 demandes d'informations ou de plaintes vous avez reçues. Oui, ça explose. On a eu plus 27% de demandes. Donc effectivement, le développement du monde Internet, c'est à la fois une très bonne chose parce que ça offre de la concurrence, ça permet de s'informer, etc. Mais c'est aussi la pire des choses quand c'est utilisé par des escrocs ou par des gens qui ne sont pas vigilants et qui ne sont pas réglementés suffisamment pour donner la bonne information aux investisseurs. Sur ces 17 000 demandes, 77 concernent les crypto-monnaies. On a des gros dossiers sur lesquels vous avez travaillé également. Le dossier Casino, il y a eu un délibéré dans le procès, c'était fin janvier. Vous avez beaucoup alimenté l'enquête judiciaire. Comment vous travaillez aujourd'hui entre AMF et PNF ? Alors, on travaille extrêmement bien. Le PNF est un partenaire très important pour l'AMF parce que sur tout ce qui est abus de marché, c'est-à-dire délit d'initié, etc., soit c'est le PNF qui va poursuivre, et c'est souvent le cas dans les dossiers les plus emblématiques, les plus complexes, parce que la justice a des moyens que nous n'avons pas, elle peut mettre des gens en garde à vue, etc. Et puis, elle peut aussi prononcer des sanctions qui vont au-delà de ce qu'on peut prononcer nous. Ça ne nous empêche pas d'être très actifs en matière de sanctions, hein. C'est un de nos sujets. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on demande une loi pour renforcer nos moyens répressifs. Mais avec le PNF, on travaille très bien. Dans le projet de loi, d'ailleurs, qui a été déposé par le député Daniel Labaronne, qui reprend certaines de nos propositions, on pourrait mettre directement les enquêteurs de l'AMF à la disposition du parquet national financier comme service instructeur dans les enquêtes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour améliorer cette efficacité collective, parce qu'on a vraiment besoin de renforcer notre action commune pour l'intégrité des marchés. C'est la base. Si les marchés ne sont pas intègres, s'il y a des délits d'initiés, s'il y a des abus de marché, c'est évidemment très problématique. Et donc ça, c'est une action très forte que l'on a, notamment parce que nous sommes face à des réseaux d'initiés très organisés, souvent internationaux, et qui agissent via des délits d'initiés sur les grands marchés financiers. J'espère que cette année, le parquet national financier pourra apporter enfin une réponse judiciaire sur certains de ces réseaux qui sont très problématiques, souvent liés à la criminalité organisée et contre lesquels on se bat maintenant depuis un certain nombre d'années. Autre sujet qui anime beaucoup la place, c'est l'embroglio autour de Vivendi. Lors de la scission l'année passée, il y a des actionnaires minoritaires qui réclamaient une OPA. Ils ont perdu puis gagné en appel. Qu'est-ce que l'AMF dit sur le fond ? Est-ce qu'il y a eu une manipulation du droit boursier ? Alors, ce que dit l'AMF sur le fond, pour l'instant, nous attendons une nouvelle décision de la Cour d'appel sur une notion qui est très importante en droit boursier, qui est la notion de contrôle de fait. La question qui se pose, c'est est-ce que lors de la scission de Vivendi, le groupe Bolloré était ou pas en contrôle de fait, c'est ce que disent les textes, et aurait dû offrir une porte de sortie via une offre publique aux investisseurs. Dans un premier temps, l'AMF avait considéré que non, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas quantitativement de contrôle de fait. La Cour d'appel a considéré que nous avions eu tort, donc elle a annulé notre décision. Nous avons alors dit que si effectivement il y avait un contrôle de fait, il devait y avoir offre publique. Mais la décision de la Cour d'appel a été portée devant la Cour de cassation, qui a cassé la décision de la Cour d'appel en disant qu'elle avait été trop loin pour simplifier dans l'évaluation des critères de contrôle de fait, et elle a renvoyé devant la Cour d'appel. Donc aujourd'hui, le dossier est devant la Cour d'appel. Nous attendons
d'avoir une vision juridique définitive, tranchée par les juridictions sur cette notion de contrôle de fait. Et ensuite, on en tirera les conséquences éventuelles au niveau de l'AMF. Affaire à suivre. C'est compliqué. Non, hein, non, je mais suis désolée, affaire à suivre, mais ça veut dire que potentiellement, à un moment donné, ces actionnaires minoritaires pourraient être dédommagés dans le cas où... Ça dépendra vraiment de la façon dont cette notion de contrôle de fait va être tranchée par les tribunaux. C'est très clair. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Marianne Barba-Layani.